Je suis super content de te retrouver aujourd'hui après cette première journée et j'espère que ton groupe te satisfait, que cette première session t'a convaincu que tu as fait un bon choix. Et là, nous avons vu les comportements humains dits normaux et je vais justement maintenant partager un peu plus sur le stress et l'ego. Alors pourquoi? En règle générale, lorsqu'on se comporte normalement et que tout va bien dans notre vie, fine, on a vu les comportements, il n'y a aucun problème avec ça. Mais bizarrement, si aujourd'hui tu es sur cet atelier avec moi, c'est que tu cherches à aller mieux, à être qui tu es vraiment. Donc, il y a quelque chose qui t'empêche. Et il y a des situations extérieures, on va voir, et des situations intérieures qui vont nous faire réagir de manière pas forcément agréable. Et typiquement, c'est le stress. Et donc, de plus en plus, on va expliquer c'est quoi le comportement lorsque je suis stressé ou lorsque j'ai de la pression et j'entre dans ce que j'appelle les espaces de survie et comment je vais pouvoir changer et aller dans les espaces d'abondance qui je suis vraiment. Alors, allons voir maintenant comment ça se passe lorsqu'il y a du stress. Donc voilà, tu as pu constater la différence juste en fonction de la musique, on va dire ça, et combien la musique va nous faire ressentir des choses plus ou moins agréables ou désagréables. Là, on voit qu'on rentre déjà quelque chose de plus subtil. Et puis, désolé de t'avoir fait peur. Et désolé d'avoir peut-être d'avoir pris par surprise. Et bon, l'intention, c'était de montrer que, voilà, qu'est-ce qui se passe lorsque quelque chose arrive et qui n'est pas forcément en lien avec ce à quoi on s'attend. Donc, je vais t'encourager peut-être à maintenant aller observer comment ça se passe pour toi lorsque tu as une situation qui est stressante. Concrètement, imagine, et tu peux fermer les yeux, un vécu récent d'une situation qui a créé du stress en toi. Alors, c'est juste de mettre cette situation dans ta tête, revis-la un peu, et va observer comment tu te sens dans ton corps quand tu repenses à tout ça. Et puis, quelle est l'émotion qui vient? Et puis aussi, peut-être, qu'est-ce que tu es en train de te dire lorsque tu revis tout ça, que tu es dans la scène, qu'est-ce que tu es en train de te raconter dans ta tête? Et surtout, une fois que tout ça s'est passé, comment tu fais pour te ressourcer, retrouver un état plus calme, plus serein? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu fais quelque chose ou bien non, tu continues ta vie comme si de rien n'était? Et je vais te demander maintenant d'ouvrir les yeux et d'aller écrire sur ton cahier quelle est la situation brève, comment tu as senti ou comment tu as réagi au niveau de ton corps physique, quelles ont été les sensations dans ton corps, quelles ont été les émotions que tu as vécues, et de les nommer, et puis aussi, quelles ont été tes pensées lorsque cette situation est arrivée. Et la dernière chose, est-ce que tu as pu faire quelque chose pour te calmer après? Est-ce que tu as entrepris quelque chose de manière concrète? Voilà. Je
te suggère de faire une pause et reviens dès que tu as fini. Donc voilà, probablement, tu as pu voir que pour certains, on rentre dans des réactions de tension physique et que ces tensions vont se passer à différents endroits dans notre corps. Et plus on va avancer dans le travail, plus on va les rencontrer, cette tension dans notre corps, parce que c'est comme une forme d'énergie qui est bloquée en nous. On va voir. Deuxième chose, on a des émotions, et ce sont des émotions qui sont assez primaires, si je peux me permettre du terme, c'est-à-dire elles sont importantes. C'est souvent soit la peur, comme on l'a eu la première avec cette vidéo, soit la colère, ça arrive très souvent, mais des fois quand on ne peut pas avoir la colère, on verra qu'on a aussi l'inhibition, la tristesse, le dégoût, la frustration, tous des mots comme ça qui vont être venus. Puis au niveau des pensées, on peut se raconter plein de choses. Et souvent, ce sont des pensées qui ne sont pas forcément motivantes, du style, ce qu'on appelle des croyances limitantes. Des pensées qui vont te faire comprendre que tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas pu, tu n'es pas capable, plein de choses comme ça. Donc je te laisse, et moi ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que tu as fait pour changer cette situation. Et je vais donner un exemple qu'on vit actuellement, qu'on vient de vivre, donc c'est le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? Si on regarde au niveau des premières réactions, d'abord physiquement, naturellement, la peur vient en nous qui va faire qu'on se contracte et naturellement, on a vu, ça a amené à ce que tout le monde s'isole, se replie sur soi, donc il y a une contraction physique, elle a même été contraction sociale parce qu'on a fait du confinement, donc on s'est séparé, on s'est replié sur soi aussi en tant que groupe. Bien sûr, ceux qui ont été touchés par la maladie ont eu des réactions physiques claires, comme par exemple les problèmes de respiration, de la fièvre, des tremblements, différentes choses. La grande majorité a juste transformé tout ça, a vécu ça dans son corps. Il y a eu un process qui s'est passé. Et puis après la fin de ce processus, c'est bon, on continue notre chemin normal. Peut-être qu'au niveau des émotions, je citais la peur. Il y a une peur généralisée qui a été mise partout. Et à bout d'un moment, cette peur s'est transformée pour certains en colère parce qu'on a eu le sentiment qu'on nous mettait en prison, qu'on décidait pour nous ce qu'il fallait faire, qu'on nous empêchait de faire plein de choses. Donc il y a une série d'émotions qui se sont manifestées. Et puis bien sûr, la plus grande pensée qui a dû arriver pour beaucoup de monde à un moment donné, c'est « je risque de mourir, je vais mourir ». Ça, c'est la plus grosse, on va dire, pensée qui peut nous habiter et qui a dû certainement habiter certaines personnes. Maintenant, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir, mais qu'est-ce que ça nous a permis de faire après ou pendant, une fois qu'on s'est calmé? Et est-ce que tu as saisi cette occasion justement pour te ressourcer, pour continuer le chemin, vu qu'il y avait un arrêt, le moment où tu te recalmes, tout d'un coup, on peut se dire plein de choses. Ah tiens, je peux m'occuper de ma santé. Oui, parce que si je veux faire face au virus, j'ai intérêt à monter mon système immunitaire. Donc ça veut dire quoi? Dormir bien, manger bien, bouger bien. Et dans les bouger, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'occuper de leur corps, que ce soit de manière soft, que ce soit de manière un peu plus physique, avec des exercices de musculation. Donc, on a pu faire un travail pour physiquement créer quelque chose qui est plus de fluidité, plus de respect, plus de santé. On a pu aussi faire quelque chose au niveau de nos émotions, parce que pour certains d'entre nous, on s'est retrouvés avec nos familles, et dans nos familles, qu'est-ce qui s'est passé? On a passé du temps avec les êtres les plus importants, et le fait d'avoir passé du temps avec les êtres les plus importants, on a goûté à quelque chose qui s'appelle l'amour, la vraie connexion, et donc on a eu plein de bons moments avec les personnes les plus importantes. Donc on a goûté à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et puis au niveau des pensées, certains d'entre nous ont saisi cette occasion pour se former, pour lire, pour éventuellement changer des stratégies, préparer un nouveau, dans mon cas, un nouveau business model, une nouvelle manière de fonctionner. Et si tu es probablement dans cette formation, que tu viens de commencer et qu'on est encore dans la phase Covid, tu es en train de faire la même chose, tu profites d'une situation pour te ressourcer et évoluer. Voilà comment on se ressource. Alors, j'aimerais juste venir maintenant sur l'histoire de qu'est-ce que c'est que le stress, et je vais me permettre de partager mon écran à nouveau. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le stress? Donc, si on vient, on est tranquille comme ça dans avec nous-mêmes, à se promener, et tout d'un coup, arrive cette image de gorille que je vous ai montrée, ou de Hulk qui fait peur,
ça crée en nous une réaction. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est cette réaction? Ben, c'est de l'énergie qu'on va, entre guillemets, faire appel, on appelle à de l'énergie en nous pour faire face à un changement de situation ou à un changement de pression. Voilà ce que c'est que le stress. C'est quelque chose d'hyper important pour notre survie. C'est comment je fais appel à mes ressources énergétiques pour m'ajuster à un changement de situation. Et donc, elle est bénéfique du moment qu'on sait comment l'utiliser. Parce que c'est clair, c'est un mécanisme de défense et de survie. Donc, si on remet sur ce schéma, tu vois, d'un côté, j'ai une énergie et d'un autre côté, j'ai le temps. Comment ça se passe? Tout d'abord, arrive la situation stressante, c'est un changement de pression. Tu peux aussi imaginer en quelque chose, c'est ceux qui ont vu le film Titanic, lorsque, je crois que c'est De Niro pas De Niro, DiCaprio qui tombe à l'eau. Ben naturellement, imaginez qu'on tombe à l'eau dans l'eau froide, qu'est-ce qu'on va faire? On va se débattre. Donc, on va naturellement faire appel à beaucoup d'énergie, une sorte d'alarme qui va nous faire réagir. Oui. Le truc, c'est quand ça dure longtemps et qu'on doit constamment faire face à cette situation, il faut qu'on ait des réserves. Parce que gentiment, on va essayer de résister le mieux qu'on peut. Et si on revient sur DiCaprio, ben oui, il résiste un moment dans l'eau froide. Et à un moment, il n'en peut plus, il n'a plus de ressources, il n'a plus d'énergie. Et donc, il y a un épuisement, et là, il va couler. Mais nous, c'est la même chose. Pour qu'on puisse faire face à toutes ces situations qui viennent nous stresser, il faut qu'en nous, on ait un capital énergétique bien, que ce soit un virus qui vient, que ce soit une peur qui vienne, que ce soit une agression de quelqu'un qui viendra, que ce soit même maintenant un email qui peut nous créer du stress. Il faut qu'on ait en nous cette énergie, ce compte en banque, j'aime bien appeler ça aussi, un compte en banque énergétique sur lequel on puisse puiser pour faire face à ces situations. Alors maintenant, quand on comprend ça, il faut aussi comprendre que comme on est un animal en survie, dès que le stress arrive, la capacité de faire appel à notre système énergétique, c'est faire appel au système nerveux sympathique. Celui qui va faire que notre sang, d'une certaine manière, part dans les organes les plus importants pour la fuite. Parce que la fuite, c'est la meilleure stratégie. Donc, dans les bras, dans les jambes, pour aller éventuellement au combat, la même chose. Donc, on a cette adrénaline qui vient. On a de la cortisol qui vient, qui va faire que quand on a quelque chose et on est blessé, ben, on aura moins mal. Et puis, bien sûr, ça active en nous toute une série d'émotions qu'on a vues, qui sont des émotions plutôt désagréables. Peur, colère, tristesse, dégoût, inhibition, ce genre de choses. Good. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est hyper rapide, la contraction. Par contre, la décontraction prend plus de temps. D'accord? Et donc là, on s'est amusé à mesurer comment ça se passe, les capillaires, donc le système sanguin, ici dans notre cerveau. Et vous voyez la taille d'une capillaire, combien ça bouge en l'espace de 15 secondes. Combien se sont rétractés? Ben oui, ça se rétracte. Capacité intellectuelle qui va diminuer parce que notre sang quitte le cerveau. D'accord? Alors, ce que j'aime bien partager, c'est que nous, en tant qu'humains, avec cette machine que nous avons, si je peux appeler le corps notre machine, hyper sophistiqué, hyper entraîné, hyper préparé à faire face à plein de situations, oui, lesquelles, pendant 250 000 ans, depuis qu'on est sur cette planète, et probablement pendant 240 000 ans, où on a vécu en tout petit groupe face à des dangers importants, là, juste à côté de nous, on a développé cette capacité de survivre comme un animal, super efficace. Elle est tellement efficace qu'elle est complètement inconsciente en nous. Ça fait que à peu près 10 000 ans qu'on vit en communauté, mais pour vivre en communauté à plus et qu'on arrête de bouger pour aller se nourrir, ça demande de faire appel à des capacités intellectuelles, donc de réfléchir. Réfléchir, ça veut dire anticiper le futur, analyser le passé et se dire, OK, à partir de là, comment est-ce que je vais préparer le futur? Tout ça, c'est assez récent. Et donc, on a développé un cerveau qui est devenu de plus en plus sophistiqué parce qu'il a la capacité, justement, d'analyser, de réfléchir. Mais on voit que c'est peu d'années par rapport à tout notre mécanisme de survie. Et puis, tout récemment, on essaie de comprendre comment fonctionne ce monde virtuel, que ce soit l'Internet ou que ce soit maintenant
les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, c'est tout neuf, tout ça, et on doit complètement s'adapter à cette nouvelle réalité. C'est normal que ces réalités, lorsqu'elles viennent à nous, elles commencent par nous faire peur, à nous faire, entre guillemets, se poser plein de questions et activent notre stress. Good. Aujourd'hui, on estime que plus de 55% des gens qui travaillent, et probablement avec ce qui vient de se passer avec le virus et l'économie actuelle, on est probablement largement au-dessus de ça, les gens sont stressés. C'est un des facteurs les plus importants. Et c'est devenu un facteur négatif. Oui, parce qu'on est constamment activé par des choses qui nous mettent notre énergie de survie en route, et donc on fatigue. Alors, je distingue deux choses. Et peut-être avant de distinguer deux choses, j'aimerais que tu es sur Internet et que tu fasses une petite pause après. Je vais t'expliquer de quoi faire. Je vais te demander d'évaluer ton niveau de stress. Et comment tu vas le faire? Tu vas aller sur le site podenord.org et là, tu as la possibilité d'un onglet qui s'appelle Test. Donc, si tu cliques sur l'onglet qui est Test, tu verras qu'il y a un truc qui s'appelle Gestion de soi. Là, sur le Gestion de soi, et tu vas arriver sur le test Gestion du stress. Et donc, je t'encourage à faire ce test. Ça te prendra 5-6 minutes. Et quand tu as fini le test, eh ben, tu reviens sur la vidéo. Donc, voilà, je distingue deux choses au niveau du stress. Tout d'abord, il y a les facteurs extérieurs, toutes les pressions qui viennent de l'extérieur, que ce soit des pressions qui viennent des gens qui sont proches de moi, ma famille, que ce soit les pressions qui viennent de mon travail, que ce soit les pressions qui viennent de la société, que ce soit les pressions qui viennent aujourd'hui beaucoup de l'argent. Tout ça va activer quelque chose en moi, mais ce sont que des facteurs extérieurs. Et bien sûr, ces facteurs viennent parce qu'il y a des changements à l'extérieur de moi. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les stresseurs. Par exemple, un déménagement, un divorce, un licenciement sont des gros facteurs de stress. Une maladie, bien sûr, une mort de quelqu'un de proche, tout ça sont des facteurs de stress importants. Good. Mais il y a un autre aspect qui est important de comprendre, c'est je vais recevoir cette information, comment je vais traiter cette information et qu'est-ce que je vais en faire? Et là, on va parler de stressabilité, ma sensibilité au stress. Et là, ça vient beaucoup du manque de clarté, donc de mon état d'esprit qui est conditionné par plein de choses. Et on va voir beaucoup de mes croyances, surtout les croyances limitantes, beaucoup de mes blessures émotionnelles, tout ça on va travailler plus tard, mais aussi plein de questions sur lesquelles je ne me suis pas forcément posé et réfléchi. Je vais juste réagir. Et donc, en fonction de tout ce que j'ai comme brouillard, on va dire, dans ma tête, de ces croyances, eh ben, je vais être beaucoup plus sensible. Donc, quelqu'un qui va peut-être avoir un licenciement, certains vont le recevoir. Bien sûr, ça va créer un peu de pression, attention, mais très rapidement vont pouvoir retrouver et se ressourcer à partir de là, trouver des nouvelles solutions. Puis d'autres vont être complètement stressés. Ça va prendre peut-être quelques mois avant qu'ils arrivent à se libérer de tout ça. Pourquoi? Ben, c'est juste la différence. C'est que le phénomène extérieur, c'est le même, mais à l'intérieur, ma stressabilité est beaucoup plus forte ou moins forte selon le cas. Et donc, tu viens de mesurer. Et qu'est-ce que tu as mesuré? Eh ben, tu as 4 résultats. Soit tu as un niveau de stresseur, facteur extérieur important. Ça, c'est vers le plus. Et en plus, toi, tu es sensible, stressable. Eh bien, tu peux avoir un niveau de stress élevé. Et là, bien sûr, compliqué. Parce qu'on va voir que les facteurs extérieurs, à quelque part, il faut juste les accueillir comme ils sont. Et puis, on va passer par ce qu'on appelle une courbe du changement pour les accueillir. Et plus on accepte tout ça, plus rapidement, on va passer à cette phase de ressourcement. Par contre, si je suis stressé, dans le sens stressabilité, eh bien, ça risque de durer beaucoup plus longtemps. Donc là, si tu es dans l'intense,
je t'encourage vivement, bien sûr, tu es bien dans ce programme-là, parce qu'on va travailler un peu tous ces éléments, mais je t'encourage vivement à faire un travail pour reconnaître qu'est-ce que tu peux changer de cette réalité, qu'est-ce que tu ne peux pas changer. Et tout ce que tu ne peux pas changer, l'accueillir. On y reviendra. Et puis, bien sûr, pour te calmer, pratiquer des méditations ou différentes techniques que l'on verra tout au cours de ce programme. Maintenant, si tu as beaucoup de facteurs stresseurs extérieurs et que toi, tu fais partie des gens qui gèrent bien, ben bravo, c'est que tu as déjà cette capacité en toi de rester calme et de, entre guillemets, faire face à ces challenges de manière constructive. Maintenant, s'il y a peu de facteurs extérieurs qui t'en stressent, comme des stresseurs, mais en même temps, tu as une autre stressabilité, ben probablement que tu es à fleur de peau, comme on dit, et pas forcément facile pour toi, mais aussi pour ton entourage, parce qu'à la moindre des petites choses qui va se passer, tu risques de déborder. Et puis, la majorité d'entre vous, normalement, on devrait être normal. Au niveau, oui, on a des facteurs de stress. C'est pour ça la vie. Je veux dire, si on n'avait plus tout ça, ben on serait ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai croisé un endroit, il y avait des gens qui étaient couchés et eux, ils avaient zéro stress. Pas très loin d'ailleurs de où j'habite. Vous voulez savoir où c'est? Ben, c'est le cimetière. Ah oui, dans le cimetière, il n'y a plus de stress. Mais quand on est vivant, ben oui, on est constamment activé. C'est la vie, tout ça. Et donc, il nous faut ces facteurs extérieurs qui vont nous activer, nous challenger, nous permettre de nous faire évoluer. Par contre, comment est-ce qu'on les utilise? Qu'est-ce qu'on en fait? Tout ce qui nous vient. Et comment, à partir de là, j'évolue, je grandis, plutôt que de me laisser avoir, me laisser prendre et avoir le sentiment que je vis de moins en moins bien. Et le travail des guerriers phares, c'est justement déjà apprendre cette qualité. On verra comment on fait ça. On parle beaucoup aujourd'hui du VUCA world en anglais, vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, de plus en plus, je vis sur une île pendant pratiquement 200-250 ans, les gens sont venus, il fallait se nourrir, on a planté de la canne à sucre et 2 fois par année, plusieurs fois par année, on va récolter la canne à sucre. Et le programme, la manière de faire, pendant 200 ans, on n'a fait que d'optimiser, mais on n'a rien révolutionné. On n'a que fait d'optimiser. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'intelligence pour faire ça. À un moment donné, il faut juste le faire. Alors là, tout est relativement certain. C'est-à-dire que la récolte viendra plus ou moins dans telle journée en fonction de la température, mais on sait que ce sera 2 récoltes. On sait comment les récolter, on sait comment les traiter. Tout ça est relativement certain et stable. Et tout d'un coup, tout change. Tout change parce que le prix du sucre ne couvre plus les frais qu'on avait. Donc, il faut réinventer et on va voir qu'on trouve du sucre ailleurs. Pire que ça, le sucre devient un produit considéré comme nocif. De plus en plus, on communique les problèmes liés à la consommation du sucre. Donc, tout ce marché s'écroule. Et quand ça s'écroule, on devient vulnérable. Et puis, il n'y en a plus aucune certitude. Donc, ça active l'incertitude. Et puis, bien sûr, on va essayer de trouver des solutions, mais c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et puis, bien sûr, on ne sait pas, est-ce qu'on continue l'ambiguïté ou est-ce qu'on continue pas? Est-ce qu'il faut du sucre ou il ne faut pas du sucre? On a plein de questions qui nous viennent et plus on a ces questions, plus on active notre stressabilité. Alors, je viens de donner un exemple pour un marché très simple, mais dans notre vie, ça ne fait que d'augmenter. J'ai cité l'intelligence artificielle, les problèmes écologiques auxquels on fait face, l'eau, comment est-ce qu'on va faire avec l'eau, la nourriture, est-ce qu'on continue à manger de la viande, du poisson, ou est-ce qu'on arrête et on devient végétarien? Toutes ces questions sont là, de plus en plus, qui vont faire quoi que d'activer notre stressabilité. Et donc, ça ne va pas finir. Alors, quand je vous parle des guerriers phares, quand je parle des guerriers phares en disant qu'il est stable, et quoi qu'il advienne, autour de nous, ça peut être un monstre bordel, excusez-moi du terme, nous, on sait rester stable et on va rayonner d'amour. On va voir comment on fait ça. Mais si je n'ai pas cette stabilité, parce que justement, je suis stressable, n'importe quel truc va m'arriver, je vais partir dans tous les sens. Ça, c'est juste pour expliquer qui make sense. Alors là, je vais vous passer une vidéo.
The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is, how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need new education or new training. We're working with A World in Motion and First Robotics, trying to encourage students from third grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. The cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Voilà, alors quand on voit cette vidéo qui a été faite par World Economic Forum, à quelque part, moi je me sens déjà un peu plus rassuré parce que oui, on a des leaders, des gens avec grande intelligence, avec de grands moyens, qui vont et qui se posent des questions, comment faire face de manière constructive aux challenges que l'on a. Et donc c'est réjouissant, c'est rassurant. Malgré tout, ces challenges, ils sont aussi dans notre vie quotidienne, tous les jours. Et à mon niveau local, lorsque tous ces événements arrivent, tous ces changements arrivent, naturellement, ça va activer en moi ces mécanismes de survie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais vous repartager mon écran pour montrer au niveau du corps et des émotions que ces mécanismes réactionnels, donc c'est une réaction qu'on a à un changement de situation naturel, que l'on a en nous depuis toujours, vont activer 4 qualités humaines. Et donc, ces 4 qualités humaines, qu'est-ce qu'elles sont? Tout d'abord, on a un corps physique. Et on voit que, lorsque je vous ai posé la question, quelles sont les réactions physiques, notre corps physique va manifester des sensations en fonction de phénomènes externes. Et pour être un peu plus, j'espère, simple, imaginez cette énergie que l'on va emmagasiner, qu'on va générer, qu'on va activer en nous, s'active à quelque part dans notre corps. Mais si je ne sais pas quoi faire avec ça, on va voir qu'elle se stocke en nous. C'est pour ça qu'on a des douleurs, si on a des douleurs régulièrement aux mêmes endroits, qu'on connaît très bien.
Et ça, c'est activé juste par notre reptilien, la partie la plus animale, la plus ancienne de notre cerveau. Ensuite, on a une autre qualité qui sont nos émotions. Tout ce que l'on ressent, nos sentiments. Et on viendra pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est que nos émotions, comment est-ce qu'on avance. Et là, à nouveau, on a deux types d'émotions. On a des émotions que je considère agréables, comme la joie, comme la sérénité, et des émotions désagréables, comme la peur, la colère et la tristesse, pour donner quelques exemples. Et là, c'est activé par la deuxième partie de notre cerveau, et la partie limbique, ou le cerveau émotionnel, souvent comme on l'appelle. C'est aussi là-dedans que nos mémoires sont, et que nos blessures, entre guillemets, sont ancrées. Ces blessures étant une énergie qui est bloquée. Et puis on a encore le dernier cerveau, le cortex, celui qui est développé le plus tard et probablement le plus important, qui prend le plus de place, celui qui nous fait penser, et c'est là où on a des milliers de pensées constamment tous les jours, c'est là où on a nos croyances, les croyances limitantes, c'est là où on sait raconter nos histoires. Et donc ces trois qualités-là, plus elles sont activées, plus à quelque part la quatrième qualité, qui est la qualité de conscience ou de présence, est cachée. Et on verra que nous, ce qu'on veut chercher à faire, c'est développer cette capacité de conscience. Mais pour qu'on arrive à la développer, il va falloir qu'on crée de la fluidité dans les trois autres qualités. Alors, je vais donner un exemple. Prends ton bras et commence à pincer ton bras. Et pince fort. Et qu'est-ce qui arrive? Tu commences à dire, mais ça fait mal et j'en ai marre. D'accord? Tu n'as qu'une envie, c'est d'arrêter, parce que ça devient presque de la torture. C'est bon. Arrête. Maintenant, reprends ton bras et pince, mais pince aussi fort, voire plus fort qu'avant. Mais tu restes. Et tu goûtes. Et tu goûtes à cette sensation. Et plus on goûte, plus on réalise une chose, c'est que tout d'un coup, je ne sens plus rien. Voire même, c'est différent. Et je peux commencer à rentrer en me disant, mais qu'est-ce qui est différent? Tiens, ça se détend. Le moment où j'accueille, le moment où j'accepte, ça se détend. Et tout d'un coup, quand ça se détend, je n'ai plus de sensation douloureuse. C'est juste une sensation que je peux accueillir et c'est OK. Qu'est-ce que je viens de te démontrer avec ce petit exercice? Lorsque j'active mon corps et que mon corps commence à prendre le dessus, tu as vu que tout d'un coup, les sensations deviennent plus fortes. Le corps, la partie du corps devient de plus en plus active, prend de mon énergie, si je peux me permettre. Ensuite, très vite, viennent des émotions. Ça fait mal, c'est pas bon, d'accord? J'aime pas. Et derrière, ça génère de la colère éventuellement, de la frustration, du questionnement. Viennent les pensées. À quoi ils jouent? Qu'est-ce qu'ils essaient de nous faire? D'accord? Et on veut rejeter. Et plus on veut rejeter, plus ça fait mal. Et après, je te dis, OK, allons accueillir, allons goûter. Et lorsqu'on va goûter, on voit que, tiens, au lieu de prendre plus d'ampleur, ça diminue, ça devient même un peu moins sensible. Et même, ça devient fluide. On recontinue à discuter, on se calme. Et là, une autre partie de nous prend de l'espace, c'est ça, la partie de la conscience. Donc voilà ce qui se passe au niveau de notre corps. Alors, on a plein de manifestations. Par exemple, lorsqu'on va regarder les manifestations physiques, on a plein de mots comme ça qui arrivent. Alors, ça peut être un acouphène, ce bruit dans les oreilles, des fois les maux de tête qui arrivent, les fameuses douleurs, que ce soit la nuque, qui est assez connue, ou sur le haut des épaules, ou sur le dos, ou parfois même sur les hanches, sont assez connues. On porte des choses, on trouve les mots qu'on a, mais pour moi, c'est juste de l'énergie qui est ancrée dans cette région-là et qui va, parce qu'on ne peut pas réagir au stress, on va emmagasiner cette énergie dans notre corps. Et petit à petit, elles vont commencer à nous faire physiquement, elles vont se manifester physiquement dans notre corps. Alors après, il y a plein d'autres éléments plus intérieurs, comme des inflammations, comme des fibromyalgies, comme de l'arthrite, comme une épaule gelée, d'accord, des problèmes oculaires. On a plein de situations qui vont se manifester plus on continue.
Et puis, ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est que ces sensations, une fois qu'on en traite une, si on n'a pas traité l'ensemble, eh ben, elles vont se déplacer, elles se manifestent, elles peuvent quitter une zone. Tiens, c'est bon, j'ai plus mal à l'épaule, mais maintenant j'ai mal aux hanches. Et donc, tant qu'on n'arrivera pas à les transformer et faire diffuser à l'extérieur de nous, revenir comme ça, fluide, elles vont rester à l'intérieur et se manifester. Au niveau de la même chose, au niveau des émotions, lorsqu'on est constamment sous ces pressions et qu'on garde en nous toutes ces émotions désagréables, on est souvent considéré comme quelqu'un qui a mauvais caractère, d'accord, ou quelqu'un qui est trop sensible, qui se laisse facilement déborder, facilement submerger, qui est craintif, anxieux, qui n'ose pas, ou bien quelqu'un qui est constamment en colère, frustré, même des fois méchant, des fois désespéré, d'accord, ou pire encore, quelqu'un qui se sent constamment coupable et qui a honte. Et donc on génère en nous toutes ces émotions désagréables que l'on va garder et qu'on porte sur nous. Et bien sûr, tout ça, ça va nous faire aussi des conséquences, même physiques aussi. C'est que dormir devient un autre problème. On a des troubles du sommeil. On peut aussi avoir si on commence à avoir des ulcères à l'estomac, du rejet, des reflux acides, des maux d'estomac, des vertiges, des intolérances alimentaires, tout ce qui est lié aux allergies. Alors, je ne dis pas que notre corps n'a rien. Il aide, il a des sensibilités. Mais pour ceux qui ont pu soigner une allergie, on a pu voir qu'il n'y a pas que les médicaments qui vont faire. Il va falloir beaucoup plus se trouver un moyen de se calmer. Moi-même, j'avais beaucoup le rhume des foins, j'avais une allergie au foie, surtout dans les périodes stressantes. Lorsque j'ai compris ça, le rhume de foie a disparu sans rien. Au niveau des pensées, là aussi, on peut avoir tout ce qu'on appelle la rumination, c'est-à-dire n'arrête pas de penser constamment et s'inquiète de tout. Et il peut se réveiller, et ceux qui connaissent bien ça, c'est que ça m'arrivait un temps aussi souvent, 4 heures, 3 heures, voilà, je me réveille et je me dis, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je sais bien que ça ne sert à rien, parce que le lendemain matin, lorsque je retourne au travail, les choses vont être différentes. Je le sais, mais je n'arrive pas. C'est plus fort que moi. La machine, elle tourne, le vélo, il tourne. D'accord ? Ou bien je deviens hyper rationnel. Je veux tout comprendre, je veux tout expliquer, je veux tout contrôler. Et j'ai besoin mais avec ça, j'arrive plus à décider, tellement je veux savoir, contrôler, comprendre, maîtriser. Et puis des fois, on observe qu'on reste constamment avec le même problème et qu'on n'avance pas. Le problème, on fait que le ressasser, et on se sent coincé, bloqué. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de ces mécanismes mentaux? On va essayer de se distraire, de trouver des moyens d'arrêter de penser. Et typiquement, c'est quoi? Le plus simple, c'est se mettre devant un écran de télévision et regarder et s'abrutir avec les conneries. Ou bien prendre un journal et lire toutes les, entre guillemets, sensations qui arrivent, parce qu'à quelque part, ça va nous calmer mon mental. Et on a vu que tant qu'on lira, c'est tranquille. D'autres types d'addictions sont un peu plus embêtants, parce que tout ce qui est addictif va venir un moyen. Ça peut être, je deviens addictif au travail, je deviens addictif au sexe, je deviens addictif à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, aux médicaments, pour justement constamment calmer cet état en moi qui est jamais calme, jamais satisfait. Il va falloir que je trouve, parce que ça génère en moi un besoin, mais je ne sais pas comment. Et je vais trouver des palliatifs externes. Un autre truc aussi, c'est les jeux vidéo, ou bien les réseaux sociaux. On va passer notre temps sur les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis qu'il faut le faire avec intelligence. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que la survie? Qu'est-ce que c'est que le stress? Et comment le stress impacte notre mécanisme de survie? Et qu'on voit nos 4 qualités humaines, où 3 sont fortement activées. Alors ces 3-là, moi je mets le mot de l'ego. Instinct de survie, mon ego, ma partie qui veut que je survive, celle-là qui est hyper importante et qui se soucie que de moi, c'est l'ego. D'accord ? Et donc, lorsque je suis stressé, l'ego est manifesté.
soit par les pensées, soit par les émotions, soit par le corps. On l'a vu. Je vais citer quelqu'un qui donne une réponse quant à l'ego qui est très intéressante, s'appelle Mooji. Lui dit que l'ego, c'est une identité, quelque chose qu'on crée et qui est irréel. Mais le fait, c'est que quand on est connecté à cette partie-là, à cette image, à cette création, à cette identité qu'on a, à laquelle on s'identifie justement, on aura de la difficulté lorsqu'on est en présence d'autres personnes, et en particulier lorsqu'on est en présence de gens qui sont différents. On va le voir. Parce que survie, t'es comme moi, ça va bien. Si t'es pas comme moi, danger. Donc je ne veux pas rentrer en relation avec ceux qui sont différents. On est mal à l'aise. Et puis bien sûr, l'ego, survie, moi, tant que je suis comme avec les miens, ça va, mais dès que c'est autre chose, ça génère, ou que les choses changent, parce que je suis à l'aise quand tout est habituel, où rien ne change, mais dès que ça change, ça va activer en quoi? Ça va activer la peur, l'insécurité. Et donc avec ça, résistance au changement, rejet de tout ce qui est différent, éventuellement envie, jalousie, qui peut même se partir dans de la haine de la différence. Et on comprendra encore mieux ça lorsque je parlerai des espaces de survie. Et ce que je trouve très très intéressant, que dit Mooji, il dit, cependant, par sa nature même, l'ego peut aussi nous aider à aspirer à une liberté durable en nous forçant à rechercher ce qui est vrai en nous-mêmes. Je vais répéter. Par sa nature même, l'ego, vu qu'à quelque part, ça nous crée un mal-être, et c'est probablement cette partie-là qui a fait que tu décides de rentrer dans une formation, dans un programme comme celui-là, parce que tu cherches à aller mieux, à aller vers qui tu es vraiment. Et donc, l'ego peut nous aider à aspirer à une liberté durable en nous forçant à rechercher ce qui est vrai en nous-mêmes, en allant à la rencontre de qui on est vraiment. Et c'est le but de ce travail-là. Good. Donc, je vais repartager mon écran pour essayer d'expliquer lorsque je suis activé par ces trois qualités que sont mon corps, mes émotions et mes pensées, que je viens d'expliquer, que la partie qui est au centre, qui s'appelle la conscience, et que je vais nommer aussi la présence ou qui je suis vraiment, on verra que cette partie a beaucoup de peine à se manifester, à devenir consciente en nous. Donc, lorsque je suis activé par ces trois qualités-là, naturellement, je regarde le monde. Et qu'est-ce que je regarde dans le monde? Je commence par me regarder. Et lorsque je me regarde, j'ai deux possibilités. Soit je me sens supérieur aux autres, soit je me sens inférieur aux autres. Soit je suis comme certains, soit on est semblable. Et on verra que quand on est semblable à notre petit groupe, à notre petite famille ou à notre petit clan, à notre communauté religieuse, à notre whatever it is, ceux-là, c'est bon, je suis à l'aise. Mais tous les autres, soit je me sens supérieur, soit je me sens inférieur. Si je me sens supérieur, je peux avoir de l'arrogance. Soit je me sens inférieur et ça active en moi un état dépressif. Et quand je vais regarder les autres, alors là, les autres, si je me sens supérieur, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me mettre en colère, parce qu'ils ne font pas ce que je leur demande de faire. Si moi je me sens inférieur, ça va créer de l'envie, de la jalousie. D'accord? Ce qui va se passer de toute manière, c'est que, on va voir, je rentre dans des jugements. Maintenant, lorsque je mets mon attention, parce qu'on a vu, on a une capacité mentale très forte d'aller réfléchir au futur et d'aller réfléchir au passé, d'aller regarder notre passé, regarder notre futur. Lorsque je vais regarder notre futur, naturellement, ça active en moi la peur, et ça va être difficile, ou bien l'espoir. Et l'espoir, souvent, c'est quelque chose va arriver, va me sauver. Je vais gagner à la loterie. D'accord? Non, non. La terre va aller bien. On aura suffisamment d'eau, on aura suffisamment de nourriture. Oui, si on bouge.
mais pas si j'attends que quelqu'un s'en occupe, si moi je bouge. Oui, on trouvera des solutions pour que les migrations fonctionnent bien. Quelqu'un va s'en occuper. Mais ça commence par moi, on va voir. Et tant que je reste avec cet état de survie, cet état où l'ego est activé, ben, je place quelque chose hors de moi, la peur, l'espoir, dans le futur. Et la même chose, lorsque je vais regarder le passé, ça va activer deux types d'émotions, soit la culpabilité, soit la tristesse. Mince, j'aurais pas dû. Mince, j'aurais dû. Voilà ce qui se passe. Et quand on est activé par justement toutes ces émotions que j'appelle désagréables, qui vont faire encore plus qu'on se replie, ben naturellement, il y a contraction de l'énergie, il y a séparation de tout ce qui est différent, il y a identification avec ceux qui sont comme moi, et puis il y a jugement de tout ce qui est différent de moi. Et on rentre dans un monde que l'on voit dans plein de situations, aujourd'hui de plus en plus, où il y a une polarisation, et certains rentrent dans de plus en plus la peur. Et si je prends l'exemple du Covid, actuellement, ça a beaucoup activé la peur. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la peur? On recrée des communautés et partout, il commence à y avoir des tensions où on se sépare et on profite de ces états et certains vont profiter consciemment de ces situations pour reprendre du pouvoir. Bon, je ne vais pas venir là-dessus, on en reparlera. Voilà, j'espère que tu es plus au clair sur qu'est-ce que le stress, qu'est-ce que l'ego. Et je t'encourage, si tu as des questions, à les noter dans ton cahier pour que tu puisses les poser lors de notre prochaine session. Je me réjouis de te revoir très bientôt. Bon travail.